Apple renonce au Mac Pro Extreme. Moins d'attente. Pas de ticket pour le dimanche soir. AI Photo. Sondage sanction. Lundi 19 décembre 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 303. Bonjour à tous. Encore du lourd dans la newsletter dominicale de Mark Gurman. Notre confrère de Bloomberg explique d'abord le retard du Mac Pro, dont une version extrême trop chère aurait été abandonnée, mais il confirme sa modularité. Il confirme aussi l'arrivée prochaine des MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 Pro et M2 Max, d'un Mac Mini M2 Pro et plus tard dans l'année d'un iMac M3, l'iMac qui sauterait donc le M2, sans parler de plusieurs moniteurs Eli, notamment un successeur du Pro Display XDR. Oui, écoute, Mark Gurman était effectivement très très prolifique dans sa dernière newsletter et ça donne un aperçu de tout ce qui pourrait arriver sans qu'on ait vraiment des dates exactes. Donc les deux MacBook Pro, début d'année, on l'avait dit, c'est février. Apple n'a jamais fait d'annonce en janvier, donc c'est plutôt février, ce qui est un début d'année quand même. Pour le reste, écoute, les moniteurs, on le savait, mais on ne sait pas trop ce qu'ils auront. On sait qu'il y en a plus d'un. Ce qui est nouveau, c'est le successeur du Pro Display XDR, parce que ça veut dire donc qu'Apple veut garder un moniteur à plus de 5 000 € dans sa gamme, avec probablement des petites choses supplémentaires. On verra s'il y a encore des clients pour ça. Ce qui se passe au niveau du Mac Pro Extreme, son abandon, si c'est confirmé, pourrait être dû à la complexité de faire cette puce extrême dont on a parlé avec Fred Krassard. Donc, ils se sont rendus compte que ça l'amènerait à un prix de plus de 10 000 $, probablement dans la config de base, avec 152 GPU, c'est énorme. Est-ce qu'il y a un marché pour ça et à ce prix-là, encore une fois, par rapport à ce que vise Apple, certainement quelques clients l'achèteraient. Mais est-ce que une production de masse telle que l'aime Apple existe pour ce type de produit? Ça m'étonnerait vu le succès du Mac Pro précédent. Après, la grande surprise, c'est l'iMac M3. Parce qu'effectivement, on l'attendait tous en M2. Alors, je pense que c'est le plus intéressant dans cette newsletter. Ça veut dire qu'Apple, donc, a un M3 suffisamment avancé pour qu'il puisse sortir en 2023. Parce qu'on sait évidemment qu'il travaille sur plusieurs générations de processeurs, mais ça veut dire que le M3, donc, est une réalité. Et ça, c'est vachement important. Les délais diminuent un peu pour la livraison des iPhone 14 Pro et Pro Max, mais pas suffisamment pour arriver avant Noël. Un iPhone 14 Pro violet intense commandé ce lundi en France en version 128 Go arriverait le 5 janvier, et donc bien trop tard. Quelle est la situation à l'heure où on se parle, Eli, en ce lundi 19 décembre et donc à 6 jours du 24 décembre? Écoute, la situation semble s'améliorer en ce qui concerne les Mac, qui ont été eux aussi pas mal tendus. Donc on commence à en recevoir régulièrement. J'ai discuté un peu avec mes confrères qui sont à peu près du même avis. En ce qui concerne les iPhones, c'est toujours très tendu. Alors ceux qui ont fait des stocks et qui n'ont pas tout vendu, on a encore quelques-uns. Nous, c'est notre cas. Alors, on n'a pas tous les modèles et pas toutes les couleurs. Celui que tu as cité, évidemment, est le plus rare à obtenir. Mais on en a. Ça veut dire que si le client est prêt à accepter une taille mémoire particulière ou il n'est pas très regardant sur la couleur, on a certainement des produits pour Noël encore, mais ça diminue à chaque jour, quoi. Mais tu parles de 14 Pro ou Pro Max ? Oui, on en a, mais par exemple, en 128 Go. On en a, pas dans toutes les couleurs. En 512 ou 1 Tera, non, c'est pas la peine de rêver, mais 256 qui est le plus demandé, c'est très compliqué. On a reçu des 128, comme ça, en Pro et en Pro Max. Pas en violet, ça malheureusement non, mais par exemple en Space Black ou en lumière stellaire, on en avait. J'ai pas regardé ce matin, mais j'ai posé la question, on m'a dit si, il en a encore quelques-uns. Donc, quelques-uns, c'est pas pléthore. Mais
Ça, et je sais pas, là pour mes confrères, j'ai pas fait le tour et ils sont un peu réticents à donner le niveau de stock, évidemment, en cette saison. Mais grosso modo, c'est pas totalement impossible, c'est pas une rupture totale si les clients sont un peu souples quant à la taille mémoire et la couleur. Pour le reste, ça sera janvier. Aux États-Unis, Apple aurait renoncé à acquérir les droits du match star de football américain du dimanche soir. Les négociations duraient pourtant depuis des mois. La raison de cette rupture, l'inflexibilité de la NFL, la fédération américaine, alors qu'Apple souhaitait être beaucoup plus qu'un simple diffuseur. Les discussions auraient notamment buté sur les droits de diffusion à l'international et la volonté de la NFL qu'Apple augmente le prix de l'abonnement à Apple TV+. C'est quand même insensé. Bah, il y a des gens qui se croient très puissants et qui croient pouvoir dicter leur volonté en disant, bah, écoutez, si vous voulez de nous, il faut que vous augmentiez le prix de votre abonnement parce qu'il n'est pas assez cher. Donc, bon, ce à quoi Apple va se dire, quel est notre marché, même si la NFL est très prestigieuse aux États-Unis, hein, évidemment. En France ou à l'international, combien de personnes se seraient abonnées? Déjà, il faut savoir comment ça marche. J'ai toujours pas compris, moi, les règles du football américain. J'attends que quelqu'un m'explique. Mais est-ce que je serais prêt à payer pour un abonnement plus cher pour cette partie-là? Non. Aujourd'hui, mais ça, ce n'est que mon avis, le cœur des clients d'Apple TV+, ce sont des amateurs de séries et de films de très grande qualité. Donc, on sait que le catalogue est réduit, même s'il a tendance quand même à augmenter. Mais on sait que la plupart du contenu proposé est de top niveau. Hein, comme le dernier film avec Will Smith que tu as peut-être regardé. Pas encore. Il faut prendre peut-être un peu de temps là en cette saison, une veillée tranquille au coin du feu. Il est remarquablement bien fait. Franchement, je ne vais pas spoiler, mais vraiment, ça valait la peine d'attendre. Il est très bien fait, comme ont été les films avec Tom Hanks, etc. Donc, très, très grosse qualité, des exclusivités, justifie un prix d'abonnement qui reste encore raisonnable, même si, comme on l'a dit, il a tendance à s'approcher d'un abonnement Disney+, avec un catalogue plus vaste. Mais bon, voilà, s'ils avaient augmenté que pour la NFL, au niveau international, je pense que c'était pas raisonnable. Et je pense d'ailleurs que même au niveau États-Unis, les droits qu'ils ont demandés devaient être très, très, très élevés. Ça ressemble un peu aux discussions sur le foot en France, où Canal ou d'autres ont versé des sommes qui étaient déraisonnables. Et à un moment donné, personne ne suivait. On s'est retrouvé pratiquement sans diffusion du foot. Du coup, on est revenu à des droits plus raisonnables et du coup, c'est rediffusé. C'est à un moment donné, il y a des prix que même des gens très riches ne peuvent pas payer. Vous voulez essayer la génération d'images à partir de texte grâce à de l'intelligence artificielle ? iPhoto est une app pour Mac repérée par MacG. Elle a 4 avantages. Elle s'appuie sur Stable Diffusion, un framework open source, dans une version optimisée par Apple qui tourne en local sur votre Mac et qui est disponible en français sur le Mac App Store pour seulement 3,49 €. macOS 13.1 minimum et un Mac puissant, avec à la clé des images potentiellement étonnantes au bout des quelques minutes de calcul nécessaires, Ellie. Écoute, j'ai regardé ça avec intérêt et en fait, ça s'appuie sur les travaux de OpenAI Labs qui proposent en fait à ceux qui veulent utiliser leur technologie un système de royalty. Donc en fait, ça veut dire que c'est bien la technologie qu'il y a par exemple dans DALL-E 2, mais on a la possibilité de l'intégrer dans son propre site web ou de l'utiliser à condition de payer des royalties qui sont relativement modestes. J'ai regardé les prix et d'où ça peut justifier le pourquoi des 3,49 € que eux-mêmes doivent reverser. Ils ont dû faire un calcul en fonction des images générées. Alors, je me suis amusé à faire ça puisque j'ai pu me connecter à DALL-E et c'est assez étonnant. Plus on décrit l'image qu'on veut, plus ce qui apparaît, et moi j'ai utilisé directement le site web, donc je n'ai pas acheté l'app, je me suis connecté directement à la source, on va dire, et j'ai généré 3-4 images ce matin avant de faire l'émission, et elles sont très sympas. On peut décrire toute une scène
et le résultat est en fait un tableau qui est quasiment photoréaliste, suivant les cas, sauf si on part dans des délires du style images dans l'espace avec réflexion au niveau d'un lagon, et là on obtient des images qui sont incroyables, mais sinon on dirait des photos presque, hein. Donc très 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 étonnant, essayez-le. Et puis, Elon Musk va-t-il céder sa place à la tête de Twitter ? Après les controverses des derniers jours autour de la suspension de comptes d'une dizaine de journalistes des plus grands médias, et alors qu'il vient de revenir en arrière au sujet de l'interdiction de la publication de liens vers Facebook ou Instagram, Elon Musk, qui assistait dimanche soir à la finale France-Argentine à Doha, a lancé un nouveau sondage à son propre sujet, j'ouvre les guillemets, « Dois-je démissionner en tant que patron de Twitter ? Je respecterai les résultats de ce sondage », comme il l'a fait pour le retour des comptes suspendus après l'invasion du Capitole. Le oui l'a finalement emporté avec 57,5% des votes et plus de 17,5 millions de votants. Qu'est-ce qui va se passer maintenant selon toi, Elie ? Bah écoute, on ne sait pas vraiment, c'est un peu compliqué. Il faut savoir que Twitter lui appartient, hein, sauf s'il décide de le vendre, mais là il ferait une énorme perte. Donc il peut être lassé de tout ce qui se passe autour de lui et dire « je nomme un PDG », quelqu'un de connu ou pas, hein, mais de toute façon ça m'appartient, donc peut-être quelqu'un de plus raisonnable au niveau des réactions un peu impulsives, hein. Mais c'est lui qui dictera les règles du jeu. Ou alors, j'ai lu des gens qui disent c'est une tentative pour justement pouvoir voir quels sont les bots qu'il y a encore en activité, puisqu'il peut analyser le résultat de ce sondage et voir quelles réponses sont venues à partir de comptes humains et quelles réponses ont été automatiques. Ce qui permettrait de faire une purge en fait de ces bots qui sont des fois difficiles à trouver, et quand même en l'expliquant, rester à la tête de Twitter. Mais honnêtement, le sondage, s'il fait ce qu'il a toujours fait, puisqu'il a fait plusieurs sondages, il va se retirer en tant que PDG, mais il restera propriétaire. Bon, plus de nouvelles demain ? Certainement. Puisque la quotidienne iWeek revient demain.